En fait, dans ma perception des choses, c'est une importance majeure. En fait, c'est un incontournable dans la façon dont sont organisés les soins actuellement. En fait, c'était un requis depuis plusieurs années. Puis, dans le fond, la création des C3S a apporté une amorce de réponse pour mieux coordonner les soins à l'intérieur d'épisodes de soins ou de trajectoires de soins qui impliquent plusieurs partenaires du réseau de santé. En fait, qu'est-ce que le RLS apporte de plus et comment ça se vit au niveau de l'établissement? Ce que je dirais, c'est le travail en RLS apporte une vision beaucoup plus transversale des soins de santé. Alors, on est passé d'une vision en silo qui était très liée à l'organisation à laquelle on appartenait à une vision beaucoup plus intégrée qui part des besoins de la population, avant même qu'ils aient l'idée de consulter, aller jusqu'aux soins de fin de vie qui sont, dans le fond, la fin du rôle du système de santé. Le fait de travailler en réseau fait qu'on a une préoccupation non seulement de l'offre de services, mais de la coordination des soins. Concrètement, ça se traduit par une vision beaucoup plus transversale des problèmes de santé ou des services sociaux auxquels on a à faire face. Si je donne des exemples, tout le dossier des maladies chroniques, où ça, c'est vraiment un dossier où il y a plusieurs partenaires impliqués, que ce soit au plan communautaire, au plan des services de première ligne, des médecins de cabinet et des services de première ligne en C3S. C'en est un exemple probant. Si on pense à d'autres dossiers comme le grand dossier de la santé mentale, encore là, qui, au lieu d'être traité par un seul établissement, on réfléchit avec nos différents partenaires du communautaire des services spécialisés à comment mieux donner une offre de services adéquate pour la population qu'on dessert de façon commune. Alors, le rôle du C3S pour toute la question de la coordination des soins, de la liaison avec les médecins du territoire, c'est un rôle qui, là encore, est tout à fait nouveau et est issu de la création des C3S. Et je pense que c'est un rôle qui est encore en construction. Avant la création des C3S, on avait des groupes de médecins qui travaillaient à l'intérieur des établissements. Alors là, les médecins étaient évidemment très liés aux décisions, aux organisations de soins. Puis on avait un groupe de médecins complètement autonomes sur un territoire donné qui donne les soins à la même clientèle que les établissements finalement. La création des C3S a formalisé un rôle de coordination du C3S. Par contre, contrairement à d'autres dossiers, le C3S n'a pas une autorité hiérarchique sur les médecins du territoire qui demeurent autonomes dans leur pratique et dans l'organisation des soins, mais il y a certains liens qui ont été créés. Par exemple, le fait qu'il y a du personnel qui travaille dans les GMF ou dans les cliniques réseau qui relève du C3S, crée un lien formel entre l'établissement et les cabinets médicaux. Il y a certaines structures aussi qui ont été mises en place, comme la table médicale territoriale, qui est une structure qui est coprésidée par la chef du département régional de médecine générale, qui est quelqu'un qui ne travaille pas dans l'organisation, et la DSP, qui est moi-même, qui est une table où vraiment se discutent tous les enjeux autour de l'organisation des soins de première ligne avec les médecins de la communauté, qu'ils soient GMF ou pas. Alors là, on a eu vraiment une structure formelle qui a été créée et qui est présente dans beaucoup d'autres C3S, qui devient un peu la façon de coordonner les soins médicaux sur le territoire. Tout dossier qui interpelle à la fois un besoin de coordination entre les services médicaux et les autres services du C3S. Alors, par exemple, en santé mentale, s'il y a des sujets ou des façons de faire en santé mentale ou des nouveaux projets qui sont convenus, par exemple, entre le CHU et le C3S, on va toujours essayer de valider ou d'informer, selon le besoin, les cliniques de ces nouveaux programmes-là. Maladies chroniques, encore là, il y avait un besoin de faire beaucoup de coordination sur le rôle des GMF, le rôle du C3S, le rôle du CHU dans le suivi des diabétiques, par exemple. Alors, encore là, c'est le genre de sujet qui va être amené là pour s'entendre sur les responsabilités respectives de chaque partenaire, ce qui a été fait dans le cas du diabète. Actuellement, il y a un autre dossier qui est en cours de discussion, la trajectoire de la femme enceinte. Alors ça, c'est un dossier qui implique énormément de collaboration entre le CHU, les C3S et les GMF ou les médecins qui font de l'obstétrique ou du suivi de grossesse.
c'est un sujet qui va être amené à la prochaine table médicale territoriale pour valider des orientations, aller chercher des opinions, des points de vue et les amener aux instances de discussion. Je peux vous donner des exemples. Le premier exemple que je vous donnerais, c'est toute la question du mécanisme d'accès aux médecins de famille. Alors, c'est une structure, ça, qui est dans le C3S, mais qui ne peut pas exister sans une coordination et des liens très, très serrés avec les médecins du territoire parce que c'est eux qui, ultimement, doivent prendre en charge la clientèle pour un suivi médical. Donc, à l'intérieur de la table médicale territoriale, c'est un sujet statutaire où on fait le point sur les listes d'attente, sur les critères de priorisation de clientèle, sur les mécanismes de liaison, sur c'est quoi le besoin des médecins quand ils reçoivent un dossier, quelles informations sont nécessaires, comment faciliter la prise en charge. Alors, toute cette coordination-là et même la façon de gérer les demandes d'accès à un médecin de famille sont discutées à la table médicale territoriale. Ça a amené de façon très concrète une bien meilleure compréhension des enjeux qu'on a au niveau du territoire par rapport à l'accès aux médecins. Peut-être un autre sujet, c'est toute la question de la clinique réseau. Alors, nous sommes actuellement à mettre en place une clinique réseau pour le territoire de Sherbrooke. Ce n'était pas encore fait. Et toute la mécanique sur le modèle de clinique réseau qu'on était pour décider, les conditions de mise en place, tout ça, c'est des choses qui ont été discutées, notamment à la table médicale territoriale, pour essayer de se donner une vision commune et aller chercher l'adhésion des différents partenaires médicaux sur le territoire. Il y a eu aussi, de façon concrète, des rencontres formelles avec différents représentants des cliniques médicales, toujours dans le contexte de la responsabilité de la table médicale territoriale, qui est un peu l'incarnation, je vous dirais, de la responsabilité de coordination des soins du C3S. Alors, le modèle de clinique réseau qui a été choisi à Sherbrooke est un modèle qui, selon la connaissance qu'on en a, est assez différent. En fait, on a fait le tour des modèles qui existaient actuellement au Québec, là, le modèle type qui est présent sur l'île de Montréal, les modèles à Québec, à Granby, à Drummondville, il y en a plusieurs exemples. Mais avant de déterminer le modèle, on a regardé quels sont les besoins spécifiques à Sherbrooke. Alors, la caractéristique de Sherbrooke, c'est qu'il y a déjà en place actuellement il y a 6 GMF qui sont accrédités et qui, au moment où je vous parle, doivent avoir inscrit environ 70 000 Sherbrookois, parce qu'ils ont aussi de la clientèle hors Sherbrooke, et sur 150 000 de population sherbrookoise. Donc, on a un écart important entre la disponibilité des ressources médicales de première ligne et notre offre de service actuelle en GMF. Là, on comprend qu'il y a quand même d'autres citoyens sherbrookois qui ont un suivi. Je parlais juste des 70 000 suivis dans un GMF. Alors, on a dit pour Sherbrooke, le besoin prioritaire, c'est un accès pour la clientèle orpheline. Et c'est un accès aussi qui est requis pour des services médicaux ponctuels pour des gens qui ne sont pas inscrits en GMF et qui n'ont pas nécessairement accès à un service de sans rendez-vous au moment où ils en ont besoin. Donc ça, c'est vraiment les deux clientèles qui sont priorisées pour la clinique réseau. Le modèle aussi qu'on a choisi, c'est de mettre la clinique en un seul site. Il y a certains réseaux où ils ont décidé de mettre la clinique sur plusieurs sites. Nous, on a fait le choix de la mettre sur un site pour plusieurs raisons. Facilité d'information pour la population, qui n'a pas à savoir que le lundi, c'est à un endroit, le mardi, c'est à un autre endroit. Meilleure intégration des ressources professionnelles au sein d'une équipe médicale. Donc, le personnel de la clinique réseau va relever du C3S et UGS. Ça aussi, c'est une particularité parce que ce n'est pas toujours ce qui a été retenu comme modèle. Ces gens-là, le fait qu'ils soient toujours à la même place, qu'ils travaillent toujours avec la même équipe médicale, vont être beaucoup mieux intégrés dans leur façon de faire. Le développement d'un vrai travail d'équipe, d'un vrai travail de collaboration avec les soins infirmiers, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant avant de choisir un modèle. Alors, pour toutes ces raisons-là, il y a un processus de validation, consultation, où on est allé chercher l'intérêt des cliniques en place à participer à ce projet-là, fait qu'on a choisi ce modèle-là. Puis l'autre particularité, c'est qu'au niveau de la table médicale territoriale, c'est l'instance qui, ultimement, va être responsable du comité de suivi de l'implantation de la clinique réseau. Alors, on a ensemble, avec nos partenaires, déterminé un certain nombre d'indicateurs de volume de clientèle, d'activité, de clientèle hors Sherbrooke pour interpeller les gens des autres territoires s'il y a lieu. Et il y a un comité qui est présidé
par mois du C3S avec les partenaires impliqués et le médecin responsable de la clinique qui va assurer le suivi. Et ce comité-là va être attaché à la table médicale territoriale pour vraiment poursuivre les liens. Je vais vous donner un exemple concret. Si on réalise, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà un service GMF en théorie et qui se présentent à la clinique réseau parce qu'ils n'ont pas accès, ils ont téléphoné pour avoir un accès sans rendez-vous, c'était plein, et que c'est quelque chose d'extrêmement répétitif, on va interpeller notre partenaire du GMF pour dire, écoutez, il y a une partie de votre clientèle qui ne trouve pas réponse à son besoin, y a-t-il lieu de revoir votre mode d'organisation pour aider? Alors, c'est toute cette structure de suivi-là qui va être animée, dans le fond, par le C3S, qui est pour nous un exemple très probant du rôle de coordination des soins. Alors, l'évolution du lien entre le C3S, les médecins du territoire, le DRMG, qui est l'instance régionale, c'est quelque chose qui est vraiment en construction assez soutenue. Au début, plus modestement, avec des liens qui se faisaient beaucoup plus par le personnel, je vous dirais les infirmières GMF que l'on partage, mais de plus en plus dans des structures formelles. Donc, la question de la table médicale territoriale, coprésidée par la chef du DRMG et moi. Et chaque nouveau projet est discuté à la table médicale territoriale, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Un autre exemple, à chaque année maintenant, le C3S produit un horaire du temps des fêtes, de l'ouverture des cliniques. C'était quelque chose qui n'était pas vraiment envisageable avant, il y a quelques années. Maintenant, ma secrétaire demande les heures d'ouverture et les conditions d'accessibilité au service de ce rendez-vous pour le temps des fêtes, pour la période estivale. C'est quelque chose les gens nous fournissent cette information-là très facilement. On la diffuse dans les pharmacies, les cliniques médicales, sur notre site web. Donc, c'est beaucoup plus facile pour la population de Sherbrooke de voir quelles cliniques sont ouvertes, c'est quoi les conditions d'accès. Donc, ça, c'est un autre exemple assez probant de la coordination qui existe et du lien de confiance, parce que ces gens-là nous donnent l'information rapidement. On n'a pas besoin d'insister. C'est maintenant rendu, je vous dirais, dans la routine de la coordination des activités. C'est un autre exemple qui me vient à l'esprit. Tous les liens, bon, je vous dirais de façon très formelle, la question des ordonnances collectives. Alors, les ordonnances collectives, on a pris l'orientation d'en développer, quand on en développe une soit pour l'interne ou qu'on a une demande de l'externe, on essaie de la rendre transversale à l'intérieur de tous les GMF à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ordonnance collective, il y a une réflexion qui dit est-ce que d'autres GMF pourraient être intéressés? Est-ce que c'est pertinent dans d'autres milieux? Est-ce que c'est pertinent pour la clinique réseau? Et là, il y a vraiment une démarche de coordination pour s'assurer que la façon dont elle est rédigée répond aux besoins, qu'elle est applicable. On va chercher l'approbation des médecins des GMF. Et à ce jour, toutes les ordonnances collectives développées pour les GMF le sont pour l'ensemble des GMF de Sherbrooke, et non pas chacun qui réinvente un peu sa petite ordonnance collective. Et de façon très répétée, c'est des ordonnances qui sont aussi valides pour certains secteurs du C3S. Si je donne un exemple concret, traitement des ITSS asymptomatiques. Donc, c'est une ordonnance qui peut être appliquée à la fois par les infirmières scolaires du C3S, de la clinique des jeunes ou les infirmières des GMF. Et déjà, on pense à la rendre applicable en clinique réseau là, quand la clinique va commencer ses activités. Alors ça, c'est un exemple très, très concret. Un deuxième qui me vient à l'esprit, c'est la question de l'administration de l'acide folique là, avant la conception ou autour de la grossesse. Là, alors, c'est une ordonnance collective qui est applicable par tous les pharmaciens de l'Estrie et tous les GMF, en plus de certaines infirmières des C3S selon les secteurs d'activité auxquels elles sont rattachées. En fait, le fait d'avoir des ordonnances collectives, que je dirais plus transversales, permet un certain nombre de choses, permet de formaliser évidemment des liens en les développant, permet d'harmoniser les pratiques et d'être mieux outillé pour les baser sur les bonnes pratiques. Parce qu'étant donné que ce n'est pas chaque GMF qui a à faire ce travail-là, on met ensemble, dans le fond, nos ressources, nos idées, l'expertise qui est requise pour certaines ordonnances pour pouvoir les développer et en faire profiter l'ensemble et s'assurer qu'elles correspondent aux normes de bonne pratique. Le premier outil dont ils ont besoin, c'est de l'information.
sur les services disponibles, sur la façon de référer. Ça, c'est sûr que c'est un premier besoin qui est très, très présent chez les médecins. En même temps, je vous dis ça, puis il faut que ce soit une simplification des processus de référence. Alors, pour un médecin qui n'est pas dans le quotidien d'un établissement de grande envergure, c'est très difficile de savoir, bon, j'ai un diabétique, c'est lesquels que j'envoie, lesquels que je garde, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie. Donc, toute cette notion d'accès facilité aux demandes, d'accès facilité à une information de base qui permet de bien orienter les demandes, ça, c'est sûr que c'est un besoin auquel on tente de répondre, mais auquel on ne répond pas encore assez bien, selon mon jugement, et c'est quelque chose qui est toujours en processus d'amélioration. L'autre chose, c'est que je vous dirais, aller jusqu'à la création des C3S, et encore beaucoup, j'en suis convaincue, ce qu'on appelait les établissements, surtout les CLSC, c'était un peu une grande boîte noire pour les docteurs de la communauté. Genre, je fais un papier, je réfère, j'ai aucune idée de ce qui arrive avec la personne. Ils ont-tu reçu la demande? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle? Elle attend-tu longtemps? C'était vraiment quelque chose qui était un constat tout à fait généralisé pour les médecins de la communauté. Donc, une grande dichotomie entre deux façons de faire complètement différentes, alors que la culture hospitalière déjà était un peu plus ouverte vers la communauté médicale par l'envoi systématique de rapports de consultation, de rapports d'évaluation ou de résumés de dossiers médicaux. Alors, depuis la création du C3S, on travaille très, très fort avec toutes les directions à associer les médecins, c'est-à-dire quand ils réfèrent, qu'il y ait un accusé de réception, qu'ils sachent un peu c'est quoi les interventions, qui reçoivent des copies des plans d'intervention ou des évaluations et des recommandations, d'une part. Donc, beaucoup d'informations bidirectionnelles, à la fois écrites et formelles, mais à la fois la création de liens beaucoup plus continus, verbaux, échanges téléphoniques, par souvent plus intense au niveau de certains programmes où on a créé des fonctions d'intervenants, réseau de gestionnaires de cas, qui, eux, de façon systématique, dans leur travail, on leur demande d'être en lien avec le médecin de famille pour avancer dans leur plan d'intervention et de faire participer le médecin de famille à l'élaboration du plan d'intervention. Alors, de façon très, très concrète, les gestionnaires de cas dans le secteur du soutien à domicile travaillent très étroitement et de plus en plus avec les médecins de famille. On a mis ça en place dès le départ pour dire que le gestionnaire de cas et le médecin de famille, c'était un tandem. Et je sais que, parce que dès que le gestionnaire de cas est attribué à une personne, son médecin traitant en est informé, les coordonnées du gestionnaire de cas lui sont acheminées. Et je sais qu'il y a des contacts très, très réguliers entre les médecins traitants et les gestionnaires de cas pour discuter des dossiers communs qu'ils ont. Et on a même mis en place des procédures d'accès à l'information bidirectionnelles qui permettent ces échanges cliniques-là. Alors, qu'est-ce qui a changé dans l'établissement depuis, dans le fond, la création des C3S et la mise en place des réseaux? Bien, je pense que c'est un profond changement de culture organisationnelle qui amène l'ensemble de l'équipe de direction, les gestionnaires, à penser réseau au lieu de juste penser établissement. Culture organisationnelle qu'on s'emploie qu'on s'emploie de diffuser et d'inculquer, je dirais, à nos partenaires, à développer chez nos partenaires, ce serait le meilleur terme, pour les amener à penser de la même façon. Alors, là, je pense aux partenaires établissements, je pense aux partenaires, donc on a parlé des médecins là, pour ce qui me concerne plus particulièrement, mais avant la création des RLS, il n'y avait jamais de contact aussi fréquent, continu, par exemple avec un partenaire comme notre hôpital local, qui est le CHU. Alors, j'ai connu l'époque avant et l'époque après, et je constate un changement très, très important au niveau de la façon dont on gère les dossiers en collaboration, beaucoup plus qu'en silo qu'avant. Alors, il y a toujours du travail à peaufiner, à parfaire, mais maintenant, je pense qu'on est assez mature pour être plus efficace et plus intégré dans notre lecture des environnements, dans notre façon de gérer les dossiers. Et ça, pour moi, c'est un changement majeur. Alors, le travail avec l'hôpital local, c'est vraiment un travail qui se manifeste
Bien, peut-être dans un premier temps par la création de structures formelles de concertation. Structures formelles de concertation qui prennent la forme du comité de coordination C3S et UGS-CHU, qui est une structure, dans le fond, qui permet à la haute direction des deux organisations de se voir de façon statutaire à des périodes prédéterminées pour faire des états de situation des dossiers communs aux deux organisations. Alors ça, c'est vraiment un exemple probant où de façon systématique, une fois aux 6 semaines, je pense la fréquence, on va discuter des dossiers santé mentale, enfants, jeunesse, famille, personnes âgées, tous les dossiers, dans le fond, qui concernent les deux organisations, pour lesquels il y a une offre de service complémentaire des deux organisations. Alors ça, c'est vraiment un exemple probant. Il y a aussi des liens beaucoup plus, à un autre niveau, plus tactique ou opérationnel, où il y a des, dans tout ce qui est les comités directeurs autour des thématiques, il y a des gens du CHU, puis il y a des gens du C3S. Donc là, à un niveau plus tactique ou opérationnel, selon la nature du dossier, la nature du comité, il y a toujours un partenaire du C3S puis un partenaire du CHU. C'est quelque chose qui est rendu, je vous dirais, dans nos façons de faire régulières. En santé mentale, il y a un comité interétablissement CHU, C3S et UGS spécifique en santé mentale, étant donné l'ampleur de ce dossier-là et le travail qui reste à faire dans ce dossier-là. Alors ça, c'est vraiment des exemples de structures formalisées de collaboration. Il y a aussi des mécanismes d'information dont on s'est doté qui n'existaient pas avant. Alors, je peux vous dire à chaque jour combien il y a de patients dans l'hôpital local qui sont en attente pour venir dans nos services. Alors, on a beaucoup de systèmes de données d'échange d'informations bidirectionnels par rapport aux performances, aux offres de services conjointes des organisations. Pour les organisations, ce maillage-là a donné une meilleure compréhension du système. Pour les citoyens, j'espère en tout cas que la perception du citoyen, c'est qu'il y a moins de bris ou moins de coupures, pas de services, mais d'informations. Il y a une meilleure continuité dans l'offre de services qui est perçue par la population et surtout par les gens qui ont des services du fait d'une meilleure coordination entre le travail. J'espère que les gens, par exemple, qui ont un gestionnaire de cas, la façon dont ils perçoivent leurs soins, c'est que leur travailleur social, leur gestionnaire de cas de l'organisation, dès que la personne s'en va à l'hôpital avise l'autre organisation que la personne est là. Donc, elle voit son intervenant qu'elle identifie comme pivot arriver à l'hôpital, être capable de parler au médecin de l'hôpital, d'écrire dans le dossier et de faire des interventions sans attendre la sortie de l'hôpital, par exemple. Donc, pour la personne, c'est qu'au choix, la personne ressource, elle peut intervenir et contribuer à l'offre de soins et à la coordination des soins. Alors, j'espère que c'est perçu par la population. En tout cas, c'est ça qui est le but. Par rapport au délai, par exemple, en fait, délai d'admission, le fait d'avoir un bon système d'information ne crée pas en soi une amélioration de l'offre de service ou une augmentation des ressources disponibles. Par contre, elle permet une modulation de la réponse aux besoins. Dans le fond, si je prends l'exemple plus précis du secteur PALV, mettons, de l'accès à l'hébergement, le fait d'avoir une information coordonnée, rapide, presque en temps réel, permet un ajustement des services, mais évidemment dans la limite des ressources disponibles. Donc, si on regarde les délais d'évolution, je pense qu'il y a eu une amélioration notable. Par contre, là, on a actuellement une période qui est plus difficile, mais qui est vraiment liée à l'augmentation du volume de demande. Puis ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut non pas juste dire « vous répondez pas, vous n'êtes pas capable d'admettre », mais dire « voici notre constat explicatif du phénomène qui se passe actuellement, c'est-à-dire une augmentation du nombre de demandes ». Et ça, on partage cette information-là, ce qu'on ne faisait pas avant. Évidemment, ça n'amène pas nécessairement un ajustement automatique des ressources. On a des cadres financiers et d'offres de services qui sont là, mais au moins, on partage la vision de ce qu'on a à faire comme travail. Et il y a eu beaucoup de simplification des processus à l'intérieur de ces demandes de soins-là. C'est difficile de comparer exactement parce qu'on n'avait pas nécessairement des mesures aussi fiables
avant qu'on l'a maintenant. Je dirais que depuis 3-4 ans, là, on est en mesure d'avoir un processus. Mais processus qui nous amène au constat qu'il y a encore des choses à améliorer, qu'il y a encore des ajustements à l'offre de services, dans le contexte où on a évidemment un vieillissement de la population qui est présent sur notre territoire, là, et on sait qu'on va être en mesure d'ajuster certains services grâce à des argents de développement. Le baromètre du système de santé, c'est la salle d'urgence. Alors, parce que la salle d'urgence, c'est le seul endroit qui est ouvert 24 heures par jour, 360 jours par année. Donc, si quelqu'un n'a pas réponse à son besoin, le seul endroit où il peut aller, qui est toujours ouvert et qui n'a pas de frein à la consultation, hormis le grand nombre d'heures, c'est la salle d'urgence. Donc, la performance d'une salle d'urgence, elle est le symptôme d'un dysfonctionnement du système, à mon avis, et pas, c'est un avis qui est largement partagé, autant intra-hospitalier, ce sur quoi on n'a pas vraiment de prise, mais aussi de l'environnement extérieur. Il faut quand même faire le constat que la performance de la salle d'urgence de notre hôpital local est dans les meilleures au Québec. Alors, la lecture que je fais de cette performance-là est celle d'un réseau sherbrookois, en tout cas, qui est relativement performant, qui a su, peut-être parce qu'il était d'une taille humaine, apporter des améliorations à ses processus, à ses façons de faire, qui ont eu un impact sur la salle d'urgence. On est au-delà des cibles souhaitées de délai d'attente, de séjour de plus de 48 heures, mais si on se compare à l'ensemble des établissements du Québec, la salle d'urgence de notre hôpital local se positionne quand même assez bien.